Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, 90 minutes de débat, de chroniques et de reportages pour donner du sens à l'actualité. Comme tous les soirs sur Public Sénat, avec au sommaire de ce 29 mai, cette question qui devient un enjeu électoral européen. La France doit-elle reconnaître l'État de Palestine comme viennent de le faire l'Irlande, la Norvège et l'Espagne? Historique. C'est un jour historique. La signature de la décision de reconnaissance de l'État palestinien que le gouvernement espagnol a adopté avec l'Irlande et la Norvège et que la Slovénie approuvera jeudi a le même objectif: aider les Israéliens et les Palestiniens à parvenir à la paix. Une telle reconnaissance peut-elle favoriser la paix ou au contraire conforter le terrorisme du Hamas? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, on se tourne vers l'un des pires ennemis d'Israël, la République islamique d'Iran. 10 jours après la mort du président Raïssi dans un accident d'hélicoptère, qui pourrait lui succéder? Qui détient vraiment le pouvoir en Iran? Où en est le mouvement révolutionnaire Femmes, Vie, Liberté? On répond à toutes ces questions dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, quand la reconnaissance de l'État palestinien se pose comme un enjeu majeur de la campagne des élections européennes. Sandra Cerquera. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un sujet tabou pour Emmanuel Macron. Il n'y est pas opposé, mais estime que le moment n'est pas encore venu. Je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés, et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Un sujet qui fait flamber les débats à quelques jours des européennes. À gauche, les candidats se sont unanimement prononcés pour la reconnaissance de l'État palestinien. C'est le cas de Raphaël Glucksmann, candidat PS Place Publique. Et je suis pour qu'on arrête de repousser toujours au calende grec cette perspective de 2 États. Et donc, il faut, à un moment donné, reconnaître l'État palestinien. Et ce moment est venu. À droite et à l'extrême droite, on est majoritairement contre. Pour Jordan Bardella, tête de liste RN aux élections européennes, reconnaître un État palestinien serait un grand danger. Ça doit rester un horizon, mais évidemment qu'au moment où nous nous parlons et compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre, reconnaître aujourd'hui statutairement un État palestinien, ça serait évidemment légitimer l'action terroriste du Hamas. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège viennent de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Les 3 pays rejoignent ainsi une liste qui ne cesse de s'allonger depuis 1988. Selon le ministère palestinien des Affaires étrangères, 146 membres de l'ONU reconnaissent l'État palestinien. La plupart des pays occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, refusent encore de le faire. Faut-il reconnaître l'État palestinien? On en débat avec Anne-Sophie Seban-Bécage. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directrice de l'American Jewish Committee Paris et docteur en géopolitique. Belir Nabli, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Est Créteil, auteur de Relations internationales, droit, théorie et pratique, paru aux éditions Pédone. Richard Verly, bonsoir Richard. Bonsoir. Bienvenue, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Et je rappelle le titre de votre livre, écrit avec François d'Alençon, Le bal des illusions, paru chez Grasset. Et Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Éditorialiste politique. Je vous redonne ce chiffre que Sandra Cerquera nous proposait en conclusion de son sujet. 146 pays aujourd'hui reconnaissent officiellement l'existence d'un État palestinien. Ça représente plus de 70% des pays membres de l'ONU. Puis alors si on zoome sur l'Europe, il y a donc une liste de pays européens qui reconnaissent l'État de Palestine. Espagne, Irlande, Norvège, c'est depuis hier. La Slovénie, ce sera demain. Et puis, il y a une douzaine d'autres pays qui reconnaissent cet État depuis 88 et d'autres années. Je voudrais qu'on s'intéresse à ceux qui viennent de reconnaître l'État de Palestine. Anne-Sophie Seban-Bécage, est-ce qu'ils font une erreur, ces pays, d'après vous? Oui, je crois qu'ils font une erreur de reconnaître aujourd'hui l'État de Palestine dans la mesure où le dernier fait marquant qu'on a dans l'histoire des relations entre Israéliens et Palestiniens aujourd'hui, c'est effectivement le 7 octobre. Et on l'a vu dans les réactions que ça a suscité de la part du Hamas, au premier rang.
cette reconnaissance est perçue et vécue comme une victoire et offre une victoire au Hamas qui dit, je vous le cite, la reconnaissance d'un État palestinien est la conséquence directe de notre courageuse résistance. On a d'autres groupes terroristes subordonnés au Hamas qui ont fait le même type de communiqué pour dire que cela légitime leur combat, leur résistance et cela légitime de rejeter l'occupation et l'agression. Moi, ce que je pense aussi, c'est que ça adoube ça récompense non pas ceux qui portent et qui soutiennent la solution à 2 États, ce qui est d'ailleurs aussi notre cas à l'American Jewish Committee, et on est beaucoup à soutenir cette solution, mais ça légitime finalement l'action de ceux qui défendent le slogan « From the river to the sea », puisqu'il n'y a aucune condition donnée à la reconnaissance de cet État. C'est-à-dire reconnaître l'État de Palestine en 10 ans au moins, cela veut dire qu'il se tient à côté d'un État d'Israël. Pourquoi pas, mais il n'y a même pas cette condition-là. From the river to the sea, ça voudrait dire la disparition de l'État d'Israël. Tout à fait. Bon. Belir Nabli, la France doit-elle, est-ce que c'est le moment pour la France de reconnaître, comme donc ces 3-4, puisqu'il y en aura un 4e demain, pays européens, reconnaître l'État de Palestine? Bon, parce que la question, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est le bon moment, finalement? C'est une question difficile. Disons que, déjà, rappelons que formellement, c'est d'abord un acte de souveraineté. Chaque État, chaque organisation internationale, en vérité, se positionne librement sur la question de reconnaître ou pas telle ou telle entité comme État. Et ça, il faut le rappeler parce qu'il y a une petite confusion autour de la reconnaissance de la Palestine, autour d'un argument qui consiste à dire, et je l'ai entendu encore récemment, mais avant de reconnaître la Palestine, il faudrait que les 2 parties se mettre d'accord. Il faudrait un accord qui serait liminaire ou préliminaire à une reconnaissance. C'est faux. En droit international, la reconnaissance est un acte de souveraineté. Vous reconnaissez sans condition préalable en réalité. Vous exprimez par là une position souveraine. Alors, je repose la question. Et pour la France, est-ce qu'elle doit emboîter le pas à ses voisins européens? Moi, ce que je trouve intéressant avec ce qui s'est passé là, avec les 3 États européens qui l'ont fait, c'est que déjà, ça casse un schéma binaire d'une représentation du monde qui est problématique, avec un bloc occidental d'un côté qui, grosso modo, ne reconnaissait pas, et de l'autre, le reste du monde, 146 États, qui reconnaissent l'État de Palestine. Et c'est un schéma binaire qui était dangereux derrière, parce que ça stigmatise d'une certaine manière certains États, l'Occident, qui serait vraiment l'incarnation d'une philosophie à géométrie variable, et qui donc serait propice à une critique systématique. Là, en montrant finalement que ce schéma ne se vérifie pas systématiquement, ça induit un peu de complexité, un peu de nuance, et autour d'une question qui en mérite. Bon, et on y reviendra, et je vous la reposerai. Oui, mais je vous la reposerai sûrement une 3e fois. Richard Verly, pourquoi Emmanuel Macron temporise, d'après vous? À mon avis, pour 2 raisons. D'abord parce que si la France reconnaissait, posons-nous la question de manière théorique, si la France reconnaissait maintenant l'État de Palestine, c'est-à-dire rejoignait ce groupe, les pressions seraient énormes sur Paris, les réactions seraient colossales. Est-ce que la France, aujourd'hui, est en mesure d'assumer une telle prise de position? Parce que la France, pardon de le dire, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas la Norvège, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, et vous connaissez le reste, une puissance de premier plan. Moi, je crois qu'il faut se poser cette question. Je ne suis pas sûr... Ça n'a pas le même poids si c'est la France qui le fait que l'Espagne... Évidemment que non. Oui, mais bon. La France n'est pas, si je puis dire, dans la même ligue, en quelque sorte. Donc ça, c'est un premier point. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la diplomatie française, qui a quand même fait pas mal de zigzags depuis le début de cette crise, on l'a souvent dit, y compris sur ce plateau, elle est finalement aujourd'hui les reins assez solides pour assumer une telle position. Et puis après, il y a ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire la question du calendrier. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est alors quel moment sera le bon? Monsieur le Président, donnez-nous les critères du bon moment. Au fond, il manque les critères. Peut-être n'est-ce pas le bon moment. Personnellement, je suis prêt à entendre cet argument. Mais dans ce cas, définissons ce que serait le bon moment. Et là, vous reconnaissez que pour l'instant, on n'a pas les critères. Un mot de Mathieu, je vous redonne la parole. C'est vrai que c'est jamais le bon moment. Ça fait quand même des années, on y reviendra, que c'est promis. Et on a l'impression que c'est jamais le bon moment. Pour l'Élysée, enfin pour la France, il y a l'idée que cette reconnaissance, ça doit être le parachèvement d'un processus et non pas un préalable. Ça se discute. C'est un vrai pari parce qu'on peut aussi se dire
que la reconnaissance par la France de l'État palestinien peut enclencher un choc systémique sur place, chez les Palestiniens. D'autant que la France est dans la position qu'on vient de dire. Voilà, donc franchement, ça se discute. Ils considèrent en gros qu'il n'y a pas les forces politiques nécessaires, il faut le dire, en Palestine, pour constituer cet État, parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, à mon avis plutôt à raison, que l'autorité palestinienne est quand même largement démonétisée par les scandales de corruption, parce qu'elle est très contestée et qu'elle est plus en mesure d'avoir la légitimité nécessaire pour le faire, et que le Hamas, qui fait régner sa dictature depuis 20 ans à Gaza, est une organisation reconnue comme terroriste, donc c'est pas à elle qu'il faut le confier. Donc, faute d'interlocuteurs, en gros, on dit, ben non, on va pas le faire, on attend qu'il y ait des bons interlocuteurs. Mais est-ce que les bons interlocuteurs ne naîtraient pas aussi s'il y avait un choc qui permettrait de le créer ? Vraiment au cœur de la question. D'ailleurs, la situation intérieure, quand même. Alors ça, on y viendra plus tard, sur l'impact que ça provoquerait à l'intérieur du pays. L'impact du conflit dans notre pays. Je vous donne la parole tout de suite, comme promis, Anne-Sophie Sebhan-Bécage. Mais d'abord, la justification de la décision côté irlandais. Écoute, le Premier ministre Simon Harris, il parle d'un levier pour obtenir un cessez-le-feu. Comme je l'ai dit, l'erreur tragique du mois d'avril a été le bombardement de travailleurs humanitaires apportant de la nourriture aux Gazaouis affamés. L'erreur tragique de mai a été le bombardement d'enfants déplacés, de parents et de familles qui avaient fui vers une zone de sécurité désignée, dans des scènes véritablement apocalyptiques. Quelle sera l'erreur tragique de juin? Et surtout, qu'allons-nous faire dans ce monde pour l'arrêter? Comme je l'ai toujours dit, il incombe à chaque pays et à l'Union européenne d'utiliser tous les leviers à notre disposition pour obtenir un cessez-le-feu. Alors, rebondissons là-dessus, Anne-Sophie Sebhan-Bécage. Cette reconnaissance peut-elle pousser Israël à accepter un cessez-le-feu ? Je crois malheureusement que cette reconnaissance, elle risque de braquer encore davantage la partie israélienne. Et pour revenir à la position française, je crois que c'est pas tant la question de savoir si ça doit être l'aboutissement, mais que ça doit être intégré dans le début d'un processus politique. Et pour revenir à votre question, aujourd'hui, on est totalement au point mort, parce que qu'est-ce qui se passe concrètement ? On est malheureusement, en plein milieu d'une guerre. On a encore des otages israéliens à Gaza. On a encore un Hamas qui a une forme de prise sur cette bande de Gaza, une autorité palestinienne, comme ça a été déjà dit, corrompue, etc., etc. Et donc, mais ça peut pas être le point de départ justement d'une nouvelle ère ou d'une nouvelle phase dans ce conflit. Je ne crois pas, parce qu'il y a aucune, ça n'appelle aucune réponse ou ça n'appelle aucune contrepartie. C'est-à-dire ça ne crée pas de dialogue aujourd'hui entre les uns et les autres. Et on l'a vu dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'histoire des processus de paix qui ont réussi entre Israéliens et Palestiniens ou entre Israéliens et Arabes, que ce soit la paix israélo-égyptienne, israélo-jordanienne, jusqu'aux accords d'Abraham, les succès ont toujours été l'aboutissement de négociations entre les deux parties. Et c'est là où, quand on est pragmatique, et je crois que c'est toujours ce qu'essaye de faire la France, et puis d'avoir une position équilibrée, elle veut que ça s'inscrive dans un processus. Ce qui ne veut pas dire que ce soit forcément l'aboutissement du processus, mais au moins que ça fasse partie de discussions. Aujourd'hui, il n'y a aucune discussion. Alors, sur l'effet sur l'État d'Israël, Belir Nabli, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'hypocrisie de la part des pays qui sont en train de prendre cette décision de reconnaître l'État de Palestine? C'est-à-dire, ils veulent pas sanctionner Israël, mais c'est peut-être une façon de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Une façon un peu détournée. Je pense que c'est le nœud gardien de cette affaire. En fait, derrière le geste politique de cette reconnaissance, il y a aussi, à contrario, un fait politique extrêmement important côté occidental, c'est l'existence d'une ligne rouge. L'idée de sanctionner l'État d'Israël est comme inconcevable. On l'a vu au moment des réactions, quand le procureur de la Cour pénale internationale a lancé une procédure demandant des mandats d'arrêt contre trois dirigeants du Hamas, mais aussi contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense. On a vu certaines des réactions. Ça va dans le sens de ce que vous nous dites. Oui, et ça traduit surtout le caractère inconcevable de sanctionner l'État d'Israël. Et donc, dès lors que cette idée de sanctionner Israël est inconcevable, et que l'idée d'une reconnaissance de l'État palestinien est perçue en Israël comme une sanction politique, bien, du même coup, il y a une neutralisation de toute velléité en la matière. C'est ce qui explique en grande partie les tergiversations et la position française. Ne pas commettre un acte qui serait perçu comme une agression, en fait, et ça l'a été vis-à-vis de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège, vis-à-vis d'un État qui est perçu à la fois comme un allié stratégique à part, dans une région marquée par une instabilité, même
au sein de nos autres alliés. C'est un allié sûr, Israël, du point de vue français, américain, etc. Et pour des raisons autres sur lesquelles on reviendra. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que derrière, encore une fois, la reconnaissance, il y a aussi un aveu pas d'impuissance, mais une ligne rouge qui s'exprime par là. Comment ça a été perçu On en a déjà débattu sur ce plateau, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis, justement, cette procédure qui s'amorce de la Cour pénale internationale. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit, je crois que le fait de se dire que la reconnaissance de l'État palestinien pourrait être une sanction contre Israël, ou en tout cas contre le gouvernement israélien actuel, je crois que là encore c'est une erreur, parce que ce qu'on a vu, c'est que finalement, là où Benyamin Netanyahou était très faible dans les sondages, cette démarche de reconnaissance a suscité finalement un ralliement, et il y a une résolution à la Knesset qui a été adoptée à une grande majorité. Et je crois qu'au contraire, ça renforce cette idée qui est avancée par le gouvernement israélien actuel d'un isolement croissant, etc., et d'une attaque. Pardon de vous interrompre, ça rejoint exactement. Cet argument, je l'ai entendu après le lancement de la procédure par la Cour pénale internationale. Ça a plutôt ressoudé, alors je ne sais pas à quel point, j'ai pas l'œil sur les sondages en Israël quotidien, mais à quel point ça a ressoudé une partie de la société israélienne derrière un Benyamin Netanyahou qui était par ailleurs très critiqué. Et ensuite, voilà, pour répondre à votre question sur la décision de la CPI, enfin en tout cas la décision du procureur de demander au juge d'émettre ses mandats, il y a eu effectivement une réaction très choquée de la société israélienne, surtout du fait de voir que la décision du procureur a été prise de mettre sur le même plan, enfin en tout cas d'annoncer le même jour, on annonce les procédures contre le Hamas et Netanyahou. Aisément, très rapidement après le 7 octobre, émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas. Cette mise en équivalence à juste titre, me semble-t-il, fait ressentir de la part des Israéliens qu'il y avait là une mise en équivalence qui relevait davantage d'un acte politique que d'un acte de justice internationale. Oui, mais en fait, c'est une analyse qui s'explique par une fiction. Le caractère minoritaire de Benyamin Netanyahou aujourd'hui en Israël porte sur sa personne, premièrement, et sur la stratégie menée, notamment le fait qu'il n'arrive pas à s'imposer à lui-même, j'allais dire, la priorité de la libération des otages. Par contre, tout ce qui a trait et puis il y a les erreurs commises avant le 7 octobre. Bien sûr, sa responsabilité, donc sa personne. Et avant même le 7 octobre, sa personne était visée, des manifestations. Évidemment. Il y a cette dimension. Par contre, dès lors que vous mettez sur la table la question de la décolonisation de la Cisjordanie, la remise en cause du blocus sur Gaza, ou encore la création de l'État palestinien, alors là, le bloc dont vous avez parlé, il préexistait au 7 octobre, il perdure et il perdurera. Il suffit d'écouter notamment les personnalités politiques qui sont présentées comme alternatives à Benyamin Netanyahou. Aucun, je dis bien aucun, ne défend ni la décolonisation de la Cisjordanie. On cite souvent Gantz et d'autres. Il suffit de les écouter. Ils parlent de la Bible comme justification d'une colonisation. Donc, autour de ce point-là, il y a consensus national. D'accord. Vous avez été plusieurs fois correspondant dans pas mal de pays du monde, Richard Verly. Donc vous connaissez vraiment bien les arcanes de l'actualité internationale. Sur l'isolement d'Israël, ça m'intéresse d'avoir votre analyse sur finalement l'effet de la politique de Netanyahou depuis octobre sur un État qui devient peut-être petit à petit, j'emploie le mot avec circonspection, un État paria. Oui, il y a un isolement d'Israël, mais ce n'est pas un isolement qui, pour l'instant, pénalise Israël. C'est-à-dire que dans le Sud global, mais qui est un terme galvaudé, on le sait, mais dans toutes les puissances émergentes du Sud, Israël a la plupart du temps maintenant, aujourd'hui, porte le fardeau de ce qui se passe à Gaza, est accusé de crimes de guerre, c'est le fameux 2 poids 2 mesures, mais est-ce qu'Israël est vraiment endommagé dans sa capacité d'action internationale par cet isolement là, je ne le crois pas tant que ça, parce que ce qui compte pour Israël, c'est son arrimage à l'Occident. C'est ça qui est la clé. C'est son arrimage, d'une part, aux États-Unis, évidemment, et à l'Union européenne, ou en tout cas à la majorité des pays de l'Union européenne, aux grands pays de l'Union européenne. Donc je crois que oui, il y a par exemple, je vais prendre un seul exemple dont on parle très peu. Un pays comme la Malaisie, en Asie du Sud-Est,
très loin du Proche-Orient, est un pays qui est vent debout aujourd'hui contre Israël, y compris d'ailleurs en soutenant même le Hamas dans sa lutte pour la résistance palestinienne. Je prends cet exemple parce que c'est quand même très révélateur. C'est un pays évidemment musulman, en tout cas en partie. Ce serait par exemple l'Afrique du Sud, la Colombie. Voilà. Mais je prenais la Malaisie Bolivie, parce que en général, leurs relations. Oui, mais en général, on ne se tourne pas tellement vers l'Asie. On pense que les Asiatiques ne songent qu'à l'économie. Et Israël a plutôt d'ailleurs des bonnes relations avec la plupart des pays d'Asie. Mais oui, il y a un isolement, mais je ne pense pas que cet isolement-là, aujourd'hui, pénalise Israël, encore une fois, dans sa latitude internationale. En revanche, si la France, alors là, reconnaissait la Palestine, ce serait une brèche dans ce camp des grands occidentaux, je ne sais pas quel autre terme trouver, et là, ce serait problématique pour Israël, et c'est sans doute aussi pour ça qu'un dernier mot, on ouvre le chapitre politique française. Juste un petit mot pour dire, en fait, les États, en réalité, sont des monstres froids, pour reprendre l'expression de Nietzsche. C'est-à-dire qu'ils perçoivent même la question israélo-palestinienne à travers le prisme de leurs intérêts. Ce qui explique notamment que les États arabes voisins, nombre d'États arabes voisins d'Israël, sont favorables à une normalisation. Au-delà de la séquence il y avait un processus qui était en cours avant. Il va perdurer, il va reprendre. Je veux dire, par là, le prince Ben Salman, la cause palestinienne, ça ne lui parle pas beaucoup. Il a son propre agenda, il a une feuille de route, et c'est ce qui prime. Et donc, il va tenter de relancer naturellement derrière ce processus de normalisation. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que précisément, le côté sud global d'un côté, l'Occident de l'autre, c'est un schéma qui fonctionne jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, c'est non seulement le fait que les États ont leur propre intérêt stratégique, et de l'autre, c'est que ce qui caractérise ce conflit, c'est surtout le poids des sociétés civiles. C'est elles qui bouleversent un peu et qui font monter cette question à l'agenda international. Comme promis, j'ouvre le chapitre sur les conséquences de cette question, reconnaissance ou non de l'État palestinien, sur la politique française et cette campagne des élections européennes. On en a parlé rapidement hier dans cette émission, mais je vous le rappelle, on a vu ce drapeau palestinien brandi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, provoquant l'exclusion temporaire du député La France Insoumise Sébastien Delogu qui tenait le drapeau. Et puis alors, quelques minutes plus tard, et on n'a pas souhaité vous reproposer cet échange parce qu'il est quand même désastreux pour l'image des parlementaires français, ces insultes entre l'insoumis David Guiraud et le LR républicain Meyer Habib. Anne-Sophie Bécache, comment vous réagissez à ces violences verbales, justement? Quelles leçons vous en tirez? Je crois qu'on a atteint un point où j'ai même plus les mots. Vraiment, en voyant hier les déclarations à la fois du député Émeric Caron le matin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, je ne répéterai pas ce qu'il a publié, puis les réactions que vous avez citées, on voit cette dérive depuis le 7 octobre d'une partie de nos représentants politiques qui versent vraiment dans des propos extrêmement choquants, qui stigmatisent les sionistes et donc en fait les juifs, et qui mettent vraiment des cibles dans le dos des juifs en France aujourd'hui. Ça nourrit l'antisémitisme en France. Oui, je pense que, je l'ai dit ce matin, j'ai été auditionnée par le groupe de travail sur l'antisémitisme de l'Assemblée nationale. Je pense que ces personnalités portent une responsabilité historique et que la criminalisation qui est faite aujourd'hui d'Israël, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, elle n'est quand même pas sans conséquences, puisqu'on arrive effectivement, quand les sociétés civiles s'en emparent, à une criminalisation, à des mouvements qui souhaitent rompre toute relation avec les universités israéliennes, à boycotter l'État d'Israël. Mais là, on est dans autre chose. Enfin, pour répondre vraiment plus précisément à votre question, c'est vraiment infâme, et ces gens portent une responsabilité et portent aujourd'hui la haine des Juifs dans notre pays, et on fait en sorte que la haine d'Israël s'ouvre sur la haine des Juifs. On voit vraiment une superposition de cela, et c'est extrêmement inquiétant parce que cela permet, j'en finirai. Allez-y. Ce qui pour nous qui observons l'évolution de l'antisémitisme dans notre pays, dans les sociétés européennes depuis une vingtaine d'années, on a passé à un autre stade dans le sens où le fait qu'on adosse une idéologie politique à la haine des Juifs, ça permet de justifier, de banaliser cette haine, et c'est extrêmement grave, et c'est contre ces mécanismes-là qu'on essaye de nous prémunir. C'est une chose d'entretenir des préjugés antisémites classiques, et il y en a dans toutes les sociétés, et il y a un résidu assez fort. C'est autre chose de rationaliser cette haine, de l'adosser à une idéologie. Je retiens votre expression, placer une cible, avec ce chiffre fourni par la LICRA, plus 45% de signalements dans les écoles primaires, les collèges et les lycées depuis le 7 octobre. Richard Verly, est-ce que LFI, puisque c'est de la France Insoumise que l'on parle, joue un jeu dangereux? Oui.
incontestablement. Je crois que ça ne fait aucun doute. Alors, là-dessus, j'ai un jugement, juste une nuance. Le drapeau palestinien brandi, qui mérite donc apparemment une punition au regard du règlement de l'Assemblée nationale, je trouve que la punition, enfin la sanction des 2 semaines d'exclusion me paraît assez lourde, mais l'acte en lui-même... Le jour où Emmanuel Macron dit que ce n'est pas un tabou pour la France, le jour où 3 pays européens reconnaissent l'État de Palestine, ça ne me paraît pas être inadmissible. En revanche, tout le reste, ça l'est absolument. Et notamment les mots qui ont été prononcés par ce député de la France Insoumise dans la salle des 4 colonnes, c'est-à-dire hors de l'hémicycle, envers Meyer Habib, qui est un député dont les provocations... David Guiraud qui le traite de porc, disons les mots. Il le traite de porc à plusieurs reprises, et devant les micros, devant un Meyer Habib qui lui-même est un provocateur habituel, il faut quand même le dire, il utilise lui-même souvent la provocation, d'ailleurs il s'impose dans l'échange entre David Guiraud et les journalistes, mais c'est absolument inadmissible, tout simplement, prenez simplement ça. Comment voulez-vous ensuite aller dire à un jeune qui va utiliser les mêmes termes devant une synagogue, devant des jeunes juifs qui passent dans la rue, et il peut vous répondre, mais les députés le disent à l'Assemblée nationale. C'est absolument terrible, c'est inadmissible, et oui, c'est une faute. Bélir Nabli, votre avis là-dessus, sur la stratégie de LFI, c'est peut-être pas le seul parti à utiliser le conflit Israël-Hamas à des fins électorales, mais bon. Non, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont la violence symbolique a fait éruption autour de questions très importantes, très graves, et une violence symbolique qui ne devrait pas guider et animer précisément un tel débat. Et je vous rejoins dans le fait de distinguer d'un côté, précisément à travers ce prisme de la violence symbolique, d'un côté un échange verbal honteux, pas digne d'un échange entre parlementaires, voire entre citoyens, et de l'autre, effectivement, un acte symbolique très fort, mais qui constitue une violation du règlement de l'Assemblée. Oui, l'application du règlement, c'est... On va être il n'y a pas de souci. La présidente de l'Assemblée applique le règlement. Qui n'est pas comparable, c'est un acte politique fort. Quand vous entendez, je vous donne la parole, Mathieu, mais Anne-Sophie Seymour-Becquet dire attention, LFI met des cibles sur les Juifs de France. Ça renvoie à la responsabilité de chaque responsable politique, justement, par rapport au langage, au symbole qui peut mobiliser. Mais moi, je pense que c'est plus large que ça. Je veux dire par là que les cibles, elles ne sont pas que juives dans ce débat-là. Il y a aussi une essentialisation des arabo-musulmans dans la société française. Vous avez parlé de criminalisation d'Israël. En fait, précisément, ce qui caractérise le statut d'Israël sur la scène internationale, c'est son impunité. C'est pas sa criminalisation. Donc c'est ça aussi qui nourrit une impunité de fait. Il n'y a pas de sanction en dépit des actes qui sont reconnus comme des crimes internationaux. Et ça suscite de la tension, de l'incompréhension. Mais ce que je veux dire par là, encore une fois, en fait, ce à quoi il faut contribuer, c'est non pas forcément dépassionner, mais retirer tout ce qui a trait à de la violence symbolique, verbale. On a bien compris, vous désolidarisiez des termes et des propos, Mathieu. Les termes, c'est une algarade entre deux députés, deux provocateurs, comme l'a très bien dit Richard. Moi, je ne crois pas à l'injure antisémite, puisqu'en fait, pour rappeler, Meyer Habib dit « on n'a pas gardé les cochons ensemble, mais c'est toi le cochon, t'es dans la boue ». Enfin, c'est deux excessifs qui sont dans l'extrémisme verbal. Donc ça n'est pas très intéressant. Et au-delà de cette séquence, sur la stratégie de LFI, sur le drapeau, c'est vrai que c'est pas si... deux mois de campagne de LFI avec Gaza au cœur de la campagne. Sur le drapeau, c'est vrai que c'est pas si grave, et je vous rejoins, c'est symbolique, c'est politique. Maintenant, si Meyer Habib avait brandi un drapeau israélien il y a 15 jours, j'aurais bien aimé voir les réactions des Insoumis. Je pense qu'ils auraient été les premiers à demander un rappel au règlement, voire l'exclusion de Meyer Habib. Mais pour le reste, il y a une instrumentalisation politique, électoraliste du conflit à Gaza, qui est une stratégie politique électorale de LFI, ça, on en a beaucoup parlé. Moi, ce que je trouve très dangereux, et là je vous rejoins à peu près tous, c'est sur la polarisation, c'est-à-dire que tout dans la façon dont la France Insoumise a mené les débats à sa façon sur la question israélo-palestinienne est violent. Le fait de polariser, de qualifier tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux d'amis des génocidaires, de complices du génocide, c'est des mots extrêmement lourds qui ne laissent évidemment aucune place à la nuance. Il y a le camp du bien, le camp du mal. Ils sont dans le camp du bien, ils peuvent tout se permettre, et ils dénoncent le camp du mal qui fait forcément tout mal. Je trouve que ça ne fait pas progresser le débat démocratique, et c'est vrai que du coup,
ça polarise, ça désigne des adversaires qui deviennent des ennemis, ça essentialise, je rejoins Béline Nabili, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on considère que les Juifs sont par essence des soutiens d'Israël et donc des complices de Netanyahou et donc des massacreurs et donc des complices du génocide, et de la même façon, on imagine que les personnes issues de l'immigration arabo-musulmane en France sont forcément complices du Hamas, donc forcément des terroristes en puissance. Je trouve que c'est réducteur, c'est binaire, et c'est là où est la responsabilité, je pense, des insoumis dans cette affaire. Je vous ai pas entendu, parce qu'on a évoqué au tout début du débat, mais je reviens évidemment à la question centrale de notre émission, faut-il ou non reconnaître l'État de Palestine, et cet argument qui est aussi d'ailleurs l'argument des LR ici au Sénat, de dire attention, c'est une prime au terrorisme du Hamas. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Béline Nabili ? Si on s'en tient à la dernière séquence, je peux concevoir ce type de réaction, c'est-à-dire en disant, voilà, il y a eu une initiative de nature terroriste du Hamas et qui aboutit notamment, pas seulement, mais notamment à une conclusion politique, à une avancée politique du point de vue du Hamas. Sauf que les Palestiniens vous diront que c'est une avancée pour eux en général, que ce n'est pas une avancée que pourra revendiquer le Hamas seul. D'ailleurs, ce n'est pas le Hamas qui est reconnu par les actes de reconnaissance, c'est l'État de Palestine. Ce n'est pas le Hamas qui reste, du point de vue international, en tout cas pour l'essentiel des acteurs internationaux, une entité terroriste. Donc, de ce point de vue-là, faudrait quand même commencer à distinguer. Je voudrais quand même revenir sur votre question sur les responsabilités par rapport aux tensions. En fait, moi, franchement, je vois que les responsabilités sont plus larges que simplement LFI. J'ai été marqué par la réponse du Premier ministre hier. La question était vraiment simple. La question de la présidente de la commission, la présidente du groupe écologiste. Sa question était simple. Reconnaissez-vous, est-ce que la France veut reconnaître l'État de Palestine ? Je vous interromps parce que on a la séquence, c'est presque la même, mais ça se passe au Sénat. Et c'est toujours un écologiste qui pose la question, en l'occurrence le président du groupe écologiste ici au Sénat, c'est Guillaume Gontard. On va écouter sa question et la réponse du Premier ministre. Votre inaction confine à la complicité. Quand les premiers ministres espagnols et canadiens demandent l'application de l'ordonnance de la CIJ, qui exige l'arrêt total de l'offensive israélienne et la libération des otages, vous ne faites rien. Quand le Canada cesse ses livraisons d'armes à Israël, vous ne faites rien. Quand la Norvège, l'Irlande et l'Espagne reconnaissent l'État palestinien, vous ne faites rien. Quand l'Irlande et l'Espagne demandent la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël, vous ne faites toujours rien. Monsieur le Premier ministre, le courage de certains de vos homologues est le miroir de votre lâcheté. Je ne comprends pas qu'on puisse parler d'inaction quand la France, par la voix du président de la République, a été l'un des premiers pays occidentaux à appeler à un cessez-le-feu. Il a même été critiqué pour cela par certains à l'époque. Je ne comprends pas qu'on appelle à l'inaction quand la France est le pays qui a permis l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution appelant à un cessez-le-feu, alors même que beaucoup disaient qu'une telle résolution adoptée par le Conseil de sécurité était impossible. Je me réjouis tout de même que dans les débats que nous avons ici au Sénat, on n'assiste pas à des scènes comme celles que nous avons connues à l'Assemblée nationale hier. Je crois qu'il est important de ne pas être dans la politique spectacle. Je le dis et je le redis ici. Le drapeau de la France, je le redis ici, le drapeau de la France, le drapeau de l'Europe se suffisent à eux-mêmes pour appeler à la paix dans la région parce qu'ils véhiculent des valeurs de liberté des peuples, d'égalité entre les peuples, de fraternité entre les peuples. C'est cela qui doit toutes et tous nous unir pour la paix dans la région. Béline Nabili, je vous laisse conclure. Oui, en fait, je ne connaissais pas cette réponse, je connaissais celle de la veille. C'est la même chose, il n'y a pas de réponse. C'est vraiment du vide politique. On attendait tout simplement qu'ils disent oui ou non, et en expliquant. Si il confirme, et naturellement, mécaniquement, il devait confirmer la position exprimée par le président de la République, en ajoutant un peu de consistance, des arguments, c'est quelque chose de concevable, même si on n'est pas d'accord, du point de vue démocratique et politique. Là, on a une absence de réponse, et c'était encore plus significatif la veille, où il n'a carrément pas répondu à la question qui était très simple. Est-ce que la France est pour ou contre la reconnaissance, et pourquoi? Il a balayé d'un revers de main cette question qui était posée dans des termes clairs et cordiaux. Et cette forme de mépris nourrit la tension politique et la tension dans la vie publique. Alors, Mathieu, on va voir que c'est pas nouveau dans le débat politique français, un président qui dit je suis prêt à reconnaître l'État palestinien, mais pas tout de suite.
Non, c'est même un grand classique. Hein. Un jour, peut-être, plus tard, le moment venu, le moment utile, disait hier Emmanuel Macron. Ça fait quand même plusieurs décennies que les chefs de l'État français jouent la procrastination dès qu'on aborde le sujet de la reconnaissance de la Palestine. Alors si c'est Giscard qui fut le premier à évoquer la notion de patrie puis de droit à l'autodétermination pour les Palestiniens, c'est quand même François Mitterrand qui met le premier les pieds dans le plat. Dans son célèbre discours à la Knesset en 1982, que dit-il de François Mitterrand ? Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, peut le moment venu signifier un État. Le problème, c'est que le moment venu ne viendra jamais. En 1996, à Ramallah, Jacques Chirac apporte lui aussi son soutien aux revendications des Palestiniens. Comme les autres, dit-il, votre peuple a une histoire, il a une culture enracinée dans sa terre, une unité profonde et une aspiration naturelle à décider librement de son destin, à obtenir un État. C'est dans la nature des choses. Tout peuple a cette légitime aspiration. C'est un soutien verbal, mais ça n'est pas encore une reconnaissance. Et il parle de la construction d'un État au futur. Commence ensuite le mandat de Nicolas Sarkozy, ça se complique. Oui, parce qu'en 2011, Paris semble passer à la vitesse supérieure. Devant le Conseil de sécurité, au mois d'avril, le représentant de la France à l'ONU déclare que la reconnaissance de l'État de Palestine est une des options à laquelle la France réfléchit avec ses partenaires européens dans l'optique de créer un horizon politique à même de relancer le processus de paix. Vous voyez, est-ce que préalable, parachèvement, là on est plutôt du côté préalable. Dans les colonnes de l'Express, le mois suivant, Nicolas Sarkozy enfonce le clou. Si le processus de paix est toujours au point mort en septembre, la France prendra ses responsabilités sur la question centrale de la reconnaissance de l'État palestinien. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, dépose une demande à l'ONU pour une adhésion de la Palestine à l'ONU, mais les États-Unis, qui siègent au Conseil de sécurité, s'y opposent évidemment. Et Nicolas Sarkozy, qui veut maintenir ses liens renforcés avec Israël, tout en maintenant ses bonnes relations avec le monde arabe, il fait quoi ? Il reste au milieu du gué, en proposant à la Palestine cette fameuse adhésion à l'ONU avec le rang d'observateur, comme le Vatican, et donc le compte de la reconnaissance n'y est toujours pas. Sous François Hollande maintenant ? Alors cette fois-ci, c'est la bonne, veulent croire les Palestiniens, parce que le candidat Hollande, qu'est-ce qu'il fait ? Il inscrit noir sur blanc dans son programme présidentiel en 2012, « Je soutiendrai la reconnaissance internationale de l'État palestinien », c'est ce qu'il promet dans sa proposition numéro 59. Et comme d'habitude avec François Hollande, tout est dans les mots. Je soutiendrai la reconnaissance internationale de l'État palestinien. La reconnaissance internationale de l'État palestinien à l'époque qui se joue, c'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy un an avant, c'est-à-dire ce statut d'observateur. Le président Hollande vote oui à la demande palestinienne d'obtenir ce statut d'observateur non membre à l'ONU. Mais alors que l'Assemblée nationale et le Sénat approuveront en 2014 une résolution en faveur de la reconnaissance par la France de l'État palestinien, là, pour le coup, il n'y a plus personne. François Hollande n'ira pas jusqu'au bout de son engagement. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà qui boucle le chapitre sur les conséquences dans la politique française. Dernier thème, il nous reste un peu plus de 6 minutes avec la question d'une résolution au Conseil de sécurité. Réaction américaine, une nouvelle résolution du Conseil de sécurité n'aiderait pas. C'est l'ambassadeur adjoint américain qui dit ça aux Nations Unies. On va vous expliquer tout ça grâce à Jonathan Dupriez, qui doit être juste derrière. Bonsoir Jonathan. Expliquez-nous, ça passe par l'Algérie, c'est assez complexe. Qu'est-ce qui est en train de se jouer à New York ? Oui, on a un peu l'impression que l'Algérie joue un coup de poker diplomatique en ramenant sur la table justement l'idée d'un cessez-le-feu voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et alors, je vous résume l'esprit du texte. Un texte court, un texte clair pour arrêter le massacre en cours à Rafah. Le texte réclame aussi la libération de tous les otages. Il en reste encore 121 dans la bande de Gaza. Alors, qu'en pense la France. France Info a posé la question au Quai d'Orsay avant qu'on ait la réaction dans l'hémicycle du Sénat du ministre que vous entendrez après. Voilà ce que dit le Quai d'Orsay. Il se dit favorable à l'adoption d'une résolution pour répondre à l'urgence humanitaire, avancer vers un cessez-le-feu et donner un mandat onusien clair sur Gaza. Et donc cet après-midi, en suivant cette réaction écrite, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est allé dans le même sens et il a martelé la volonté française d'une sortie de crise diplomatique à l'ONU. Écoutez-le. La France ne se situe pas dans un positionnement politique. Elle cherche des solutions diplomatiques à cette crise. La France, elle agit au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est membre permanente. Nous travaillons à un texte avec l'ensemble de nos partenaires arabes pour trouver une solution. Et cette question de la solution diplomatique doit être privilégiée au positionnement politique des uns et des autres.
Cette résolution algérienne a-t-elle des chances d'aboutir? Alors ça s'annonce assez difficile, Thomas, déjà parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va être mis à l'agenda de l'ONU, et certaines puissances diplomatiques en tout cas s'engouffrent dans cette brèche, notamment la Chine, qui essaie de peser tout son poids pour que ça aboutisse dans la semaine. Alors on peut en douter, mais vu l'urgence à Rafah, en tout cas c'est ce pourquoi il plaide. De son côté, l'ambassadeur de France aux Nations Unies plaide lui pour une adoption très rapide également de cette résolution. Il dit même c'est une question de vie ou de mort, mais les États-Unis, qui sont, vous le savez, le soutien indéfectible d'Israël depuis le début du conflit, seront sans surprise le principal opposant à la demande algérienne de cesser le feu. Et depuis plusieurs jours, même les officiels américains ont multiplié les déclarations pour couvrir l'intervention israélienne à Gaza. Écoutez. Ces images, ce qui se passe sur le terrain, c'est horrible, c'est tragique et cela doit cesser. Nous devons également nous souvenir que nous soutenons Israël dans son combat contre le Hamas. Nous estimons toujours que ce qui se passe à Rafah, ce que fait l'armée israélienne, a une portée limitée. Et cela illustre une nouvelle fois les difficultés de l'ONU à se faire entendre dans ce conflit. Oui, c'est vrai, Thomas, et surtout depuis le 7 octobre, le Conseil de sécurité peine à parler d'une seule voix. Il y a eu, vous vous souvenez peut-être, des résolutions humanitaires qui ont été adoptées par le Conseil, mais seulement une seule concernait un cessez-le-feu immédiat. C'était le 25 mars dernier, après 5 mois de conflit. Les États-Unis, qui bloquaient jusqu'alors toute initiative de ce type, n'avaient finalement pas posé leur droit de veto, et c'était donc cette fois abstenu pour permettre l'adoption de cette résolution. Mais dans la bande de Gaza, eh bien, rien ne s'était passé à l'époque. C'était un constat d'échec assez terrible pour l'ONU, qui n'est pas parvenu à faire taire les armes à ce moment-là. Et donc, pour en revenir à notre projet de résolution algérien dont on parlait, l'ambassadrice américaine est plus que circonspecte aux Nations Unies. Elle a indiqué « attendre de voir, après nous réagirons », a-t-elle dit. Donc, pour les États-Unis, il était urgent d'attendre. Oui, effectivement, merci beaucoup Jonathan pour toutes ces explications. Il nous reste quelques minutes. Richard Verly, je me tourne vers vous. Bon, on l'a déjà dit sur ce plateau, les Américains continuent de livrer des armes à Israël. Il y avait eu une décision de suspension, ça n'a pas duré très longtemps, le bouton stop. Est-ce que c'est vraiment eux qui le détiennent ? D'après vous? En tout cas, oui, ils sont les seuls, me semble-t-il, aujourd'hui, à détenir un levier. Mais ça ne veut pas dire que même s'ils l'actionnaient, ce levier, et même s'il mettait, je dirais, le Premier ministre Netanyahou le dos au mur, ce n'est pas sûr qu'il change d'avis. N'oublions pas qu'il y a l'élection présidentielle qui arrive le 5 novembre, on se rapproche du 5 novembre, et Netanyahou, de ce point de vue-là, joue la montre. Quant aux Nations Unies, c'est terrible le constat d'impuissance que l'on voit, parce que n'oublions pas, et ça, de ce point de vue-là, la responsabilité du gouvernement actuel de Netanyahou, mais bien évidemment, la responsabilité initiale allant au Hamas avec son assaut du 7 octobre, c'est la destruction de la confiance dans l'ordre international et la capacité d'une organisation internationale comme l'ONU à agir efficacement. Ne nous étonnons pas si ensuite d'autres États commettent des actes absolument horribles, parce que la porte est ouverte. On connaît déjà les faits de la guerre en Ukraine sur le système international. Premier coup de boutoir, deuxième coup de boutoir avec Gaza. Très franchement, ça va être compliqué de relever les ruines des Nations Unies. Oui, la responsabilité initiale du Hamas, la responsabilité actuelle. Il suffit de libérer les otages, Elir Nabli. C'est-à-dire... Pour mettre fin au conflit. Pas sûr, en vérité. Non, si c'était aussi simple, je pense que même les dirigeants du Hamas, vu l'état de Gaza, prendraient cette hypothèse au sérieux, même si on l'espère tous, bien sûr. C'est un élément de l'équation. Mais moi, ce que je trouve remarquable, c'est qu'on critique un peu facilement le droit international, le système international. Je reprends tous vos... Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, si on prend un peu de recul, les mécanismes internationaux jouent à plein. La Cour internationale de justice, elle a joué son rôle. Elle a rendu une ordonnance. Sont les États, en particulier Israël et ses alliés, qui ne respectent pas son ordonnance, la dernière, qui appelait notamment à ne pas continuer l'offensive sur Rafah. Et de l'autre, vous avez la Cour pénale internationale qui, comme on l'a appris, malgré la pression des Israéliens à l'endroit du procureur, de l'ex-procureur, de l'actuel procureur, pression extrêmement, très contraignante, physique, j'allais dire, sont allés jusqu'à au bout de leur démarche pour imaginer des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Donc les mécanismes existent, ils jouent à plein. Mais ce sont des États qui mettent en avant leurs intérêts stratégiques en avant
au prix de mettre à terre le système international né après la Seconde Guerre mondiale. Un dernier mot, Anne-Sophie Sebon-Bécache, peut-être sur le Hamas, la responsabilité du Hamas. Alors sur la libération des otages, c'est la survie, c'est l'assurance vie du Hamas aujourd'hui. Donc c'est effectivement, il me semble, la clé de la fin du conflit, puisque l'objectif pour Israël, c'est de faire en sorte que le Hamas n'ait plus de prise sur la bande de Gaza. Donc pour moi, ça paraît effectivement assez simple. Ensuite, sur l'effondrement de l'ordre mondial, je veux simplement rappeler quand même que c'est pas la guerre à Gaza n'est pas le premier coup de boutoir. Je veux dire, il y a eu les Ouïghours, il y a le Darfour, il y a la Syrie. Rappelons quand même que Bachar al-Assad n'a jamais été inculpé par la CPI. Et du coup, c'est juste sur la criminalisation d'Israël. Rappelez quand même que l'État d'Israël est le premier État démocratique à être visé par la CPI et qu'il y a une manière dont on scrute chaque bombardement, chaque événement de cette guerre qui ne prévaut pour aucun autre conflit. Je voulais quand même que ce soit également rappelé. Le débat est terminé. Je rappelle les titres de vos livres. Richard Verly, Le bal des illusions, aux éditions Grasset. Béhir Nabli, Relations internationales, Droit, théorie et pratique, aux éditions Pédone. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.